Salut, je voulais commencer cette vidéo par un message par rapport à ce qui s'est passé hier dans la nuit au niveau de Nice. Pour tous les Niçois, les personnes qui ont de la famille à Nice, des amis à Nice ou quoi que ce soit, je suis avec vous. C'est super dur, j'ai voulu faire cette vidéo, je sais pas du tout comment l'exprimer, mais on dit souvent que l'humain a de la bonté, a beaucoup de choses vraiment bénéfiques en lui, et ça se voit tous les jours, mais il y a aussi de l'atrocité, il y a aussi des trucs complètement fous, complètement. Et je sais pas, franchement, c'est dur, et malheureusement, c'est aussi une facette de l'humain, puis on en a un parfait exemple. Euh, c'est super dur à faire, mais voilà, je voulais dire que je sais que dans les conventions, toujours je demande aux personnes qui viennent me voir d'où ils viennent pour parler un petit peu, pour savoir. Et il y en avait quelques-uns qui m'avaient dit justement qu'ils venaient de Nice, donc voilà, encore une fois, je suis avec vous. C'est débile de dire ça en vidéo, mais voilà, je voulais le faire, donc je le fais. Courage à vous, et je suis de tout cœur avec vous. Voilà, maintenant on va commencer la vidéo. On va commencer cette vidéo sur le chapitre 832. Donc, par contre, dans cette vidéo, je ne ferai pas de conneries ou quoi que ce soit. C'est une vidéo beaucoup plus calme parce que, premièrement, j'ai pas trop le moral pour faire ça. Et deuxièmement, je suis obligé de faire la vidéo là parce que je n'aurai pas le temps de le faire cette fin de semaine et même après. Et donc, je voulais la sortir maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient importantes dans ce chapitre. Pareil, il n'y aura pas de mini-doc dans cette vidéo car je n'ai pas le cœur à dire des conneries. Mais encore une fois, ça va être un truc beaucoup plus sérieux au niveau de cette critique analyse parce que il y a eu énormément de choses, et en un sens parler ce matin de One Piece, moi ça va me permettre un petit peu de me changer les idées. Donc on va tout simplement commencer par parler de cette forêt totalement what the fuck. Ah oui, il y a aussi le micro. Alors le micro, ça c'est parce que mon micro cravate, j'ai plus de piles, puis bah je suis obligé de prendre ça, puis je suis obligé de le mettre ici près de ma bouche parce que c'est un micro qui est assez spécial justement enfin on va passer. Voilà, tout ça pour le micro. Donc la forêt complètement what the fuck, c'est la forêt, les bois séduisants, et c'est une forêt qui bouge. Je n'avais pas compris que le sol pouvait bouger. Pour moi le sol était fixe et c'était seulement les arbres et les fleurs, les buissons, etc. qui bougeaient. Mais non, en vérité c'est vraiment tout. Alors maintenant on peut se poser une question qui est vraiment importante, c'est par rapport à Pudding. Pudding a donné l'information que le point de rendez-vous serait ici. Premièrement, elle n'est pas là, et deuxièmement, c'est une forêt avec la sœur brûlée qu'on va parler tout à l'heure qui est présente. Maintenant, est-ce que c'est elle qui a vraiment tendu un piège, ce que beaucoup de personnes pensent? Mais moi, encore une fois, j'essaie de voir le bon côté dans les personnes, et pour moi, Pudding n'est pas, entre guillemets, je dirais, j'allais dire une salope. Trop tard, ça y est, je l'ai dit. Mais je pense qu'il y a eu l'information qui a fuité, et comme on voit que le sol bouge et aussi que les forêts bougent, je pense que c'est peut-être la sœur brûlée qui a déplacé la forêt pour tendre un piège justement au Mugiwara. On ne sait pas si justement la forêt séduisante est toujours axée au même endroit. Donc ça c'est quand même quelque chose à réfléchir parce que ça a beaucoup de conséquences par rapport justement à la situation de Pudding. Et encore une fois, je pense que Pudding n'est pas la fille aux trois yeux. D'ailleurs, pour cette forêt, j'ai beaucoup aimé comment Nami elle a gaulé les arbres. Les arbres étaient en train de. Elle disait faut qu'on aille tout droit par là. Puis au moment où elle dit par là, justement, il y a les arbres qui bougent. Et ils se sont fait prendre en flagrant délit. Et ça, c'était un passage qui était assez drôle. Et ce que j'aime beaucoup là pour l'instant, c'est la mise en avant qu'on a de Carotte. Au niveau du combat, au niveau de la puissance, elle est quand même balèze. Au niveau de la vitesse, quand on voit qu'elle fait les saltos arrière, d'ailleurs quand j'ai fait la réaction live, j'ai été vachement surpris, et je trouve aussi que Ichiro Oda la dessine vraiment très très bien. Et là je vais revenir sur d'autres choses, c'est par rapport justement à l'autre lapin qui est Randolph, qui fait partie des Crown Riders, qui veut dire les monteurs de grue, ou si je sais pas si c'est que lui spécialement qui fait les monteurs de grue. On pourrait imaginer aussi qu'il est, vu que ça a l'air d'être une sorte de lieutenant, peut-être qu'il a d'autres disciples qui chevauchent des grues. D'ailleurs la grue est un animal qui est très récurrent au niveau de One Piece, un petit peu aussi avec le flamant rose qu'on a vu justement dans le artwork, mais là je suis en train de m'égarer. Je voudrais surtout parler du parallèle qu'il y a entre Carotte et aussi qu'il y a entre avec Randolph qui a l'air d'être un Zoan. Ça c'est par rapport à l'anthropomorphie qui est l'anthropomorphie, c'est tout simplement mettre des attributs humains à des animaux, à des objets, à des sièges, que ce soit d'un point de vue morphologique bien sûr, mais aussi d'un point de vue comportemental. Et là on a une différence justement entre Carotte et aussi entre Randolph, parce que Carotte
on est plus dans l'accès, je sais pas si vous vous rappelez des dessins animés qui sont un petit peu comme Sherlock Holmes, c'est-à-dire que Sherlock Holmes là c'était avec des chiens, il y avait un loup et aussi un renard, et même s'ils sont humains, et même si ça a l'air des animaux, au niveau de leur visage, il y a une certaine déformation de leur visage pour paraître un tout petit peu humain. C'est un peu dur à expliquer, mais si vous regardez, vous allez vraiment voir la chose. C'est exactement pareil par rapport aux Minx. Minx, même si ce sont des animaux et qu'ils ont un attrait anthropomorphique, on peut remarquer qu'il y a des traits un petit peu humains dans la façon dont est placée la bouche, le nez, les yeux, pour vraiment que ça soit vraiment droit. Par exemple, les animaux, par exemple que ça soit des vaches ou quoi que ce soit, ils n'ont pas les yeux sur les côtés, ils ont des yeux plus centrés vers l'avant. Donc ça c'est un attribut. Alors que tout ce qui va être par rapport aux Zoan, quand ils sont en forme hybride ou quand ils sont en forme animale, là on est plus proche de l'animal que de l'humain. Je sais pas si vous voyez un petit peu la chose. Et justement, quand on voit le visage du lapin, on remarque que le visage du lapin est beaucoup plus allongé, beaucoup plus, beaucoup plus allongé tout simplement au niveau de l'avant. Alors que Carotte, elle a un visage qui est beaucoup plus plat avec une sorte de petit nez. Et entre les deux, on voit bien la différence. Donc déjà, rien que déjà par rapport au trait à la patte d'Ishiroda, on voit que que justement Randolph n'est pas un mix et est bien un humain. Et là après on a une autre confirmation qui est cette fois par rapport à Carotte, où a dit qu'il n'utilise pas l'électro. Et l'électro, c'est un truc qu'on avait parlé il y a très très longtemps quand on parlait justement des Minx et qu'on les avait qu'on les avait vu battre l'équipage de Jack. Ils étaient tous en train d'attaquer avec des sortes d'éclairs qu'il y avait au bout des mains. Même les mousquetaires, on le voit, ils arrivent à prolonger l'éclair au niveau des armes. Et là on voit justement que Randolph ne peut pas l'utiliser. Et là encore une fois c'est bien, parce que c'est bien et c'est pas bien, parce que personnellement j'aurais bien aimé qu'il y ait des Minx qui soient, comme ça a été le cas justement pour Pecoms, qu'il y ait des Minx qui soient sous les ordres de Big Mom. Ça aurait rajouté quelque chose. Donc voilà, c'était là-dessus que je voulais parler. Et j'adore Randolph. Je trouve que le fait qu'il ne parle pas, qu'il ait toujours ce petit regard et tout ça, ça apporte beaucoup de charisme au personnage. Et parlons de charisme, là cette fois on va parler de Brûlé, et elle par contre, question charisme, c'est pas du tout ça. Là Charlotte Brûlé, parlons-en un petit peu d'elle. Donc comme j'ai dit, au niveau charisme c'est complètement nul, mais moi ce qui est le plus important c'est qu'elle a l'air quand même super vieille. Je dirais même qu'elle est presque plus vieille, elle a l'air plus vieille que Big Mom. Et vu que c'est son 8e enfant, on peut penser qu'il y a eu des enfants juste avant, et ça montre que Big Mom, elle a peut-être un fruit du démon qui est le fruit du démon de la vie, et ça lui permet de jouer aussi sur sa vie à elle. Donc peut-être que Big Mom a peut-être plus de 100 voire même 200 ans. Et ça revient sur une autre théorie que j'avais faite, c'est-à-dire que Backing est une fille de Big Mom. Ça pourrait être, pour moi, j'y pense vraiment, c'est peut-être peut-être la deuxième, la première, la deuxième ou la troisième fille. Donc ça, pour moi, c'est quand même assez important. Au niveau du charisme, au niveau du charisme, non, du character design de Brûlé, on voit qu'elle ressemble quand même à une sorte d'arbre, vu qu'avec ses cheveux en pointe, ça fait penser un tout petit peu à un arbre, voilà, à des branches d'un arbre. Le fait aussi qu'elle a son nez comme ça fait penser vachement à tout l'archétype des sorcières dans les Walt Disney par exemple, ou par rapport au conte là, Hansel et Gretel. On est toujours dans le thème de la bouffe. Et avec les ongles, pareil, les ongles crochus, le fait de dépouiller, de transformer aussi en smoothie, ça fait un petit peu bizarre. Donc ouais, il y a quelque chose dessus. La seule chose que je n'aime pas, c'est que Nami, malgré sa lucidité, n'ait pas vu le coup du faux Luffy. Alors le faux Luffy, là moi non plus je l'ai pas vu venir, et j'ai super bugué au niveau de la réaction live. Et là je vous prie de m'excuser, mais là j'ai eu un bug. Là, des fois ça arrive, le cerveau il a du mal à avancer. Donc voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus, encore une fois, comme quoi que je lis tous les commentaires. Et donc là on voit le personnage de Brûlé, et je ne sais pas comment ça va devenir après. J'espère que Nami, c'est elle-même qui va réussir à se sauver par rapport à sortir la baguette qu'elle a dans sa poche, le petit bzzz, pour ceux qui s'en rappellent, donc le petit truc comme ça. Et voilà, j'espère beaucoup de choses par rapport à la suite, que Nami arrive à s'en sortir pas elle-même, et que ce soit pas quelqu'un d'autre extérieur qui soit obligé de sortir. Luffy, on sait déjà pas du tout ce qui va se passer avec lui, parce que quoique maintenant, vu que Brûlé est redevenue elle-même, qu'elle n'est plus le clone entre guillemets miroir, sûrement que Luffy va revenir. Le tout c'est de savoir s'il va se paumer dans la forêt. Enfin bref, beaucoup de choses sur la suite du chapitre qu'on verra la semaine prochaine ou bien après. Mais le plus important maintenant à parler, c'est carrément du Garma Double Six.
Parlons-en de ce Garma Double Six et tous les commentaires que vous m'avez laissés. J'ai dit que pour moi le drapeau en haut du château fait penser au drapeau allemand et vous êtes plein à me dire le drapeau allemand ne ressemble pas à ça. Je connais mes drapeaux, je me doute bien, le drapeau c'est 3 lignes, ça je le sais. Et oui, en effet, ça ressemble plus au drapeau qui est danois, norvégien ou encore suédois. Et d'ailleurs sur le forum Volonté de Die que je vous conseille d'aller, il y a quelqu'un qui en a parlé et a dit que ça reprend un petit peu l'Union de Kalmar. Donc là j'étais sur Wikipédia, j'ai fait mes petites recherches et en effet au XIVe siècle, les 3 pays qui sont le Danemark, la Norvège et aussi la Suède se sont alliés pour devenir plus puissants. Et vu que là c'est un petit peu les mers au nord du monde, donc ça reprend un petit peu North Blue, etc. Et oui, ça peut coller, mais moi je persiste et je signe à vous dire que c'est le drapeau allemand et c'est le drapeau allemand de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un fond rouge avec une croix qui est noire avec un liseré blanc. Et là on reprend parfaitement le thème et tout ce qui est par rapport au Garma Double Six reprend un petit peu cette armée nazie. Déjà Garma German, le Double Six, c'est-à-dire 6, ça reprend un petit peu le symbole qui était en double, qui était par rapport au SS. Après on a un peuple combattant qui est quand même assez important, et ça reprend pendant la Seconde Guerre mondiale où toute personne valide devait aller combattre, que ce soit à la fin le grand-père ou même les enfants. On reprend les personnages qui sont blonds. Voilà, après on reprend bien sûr, ça fait penser un petit peu à la race aryenne. On a aussi le casque du père de Senji qui est Judge, on va l'appeler comme ça. Et bah vous remarquez que le casque il descend jusqu'à la nuque et ça c'est typique des casques allemands qui ont été faits pendant la Première Guerre mondiale en 1916 jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est une caractéristique, c'est les seuls casques qui protégeaient la nuque. Voilà, ça c'est un petit détail. Encore une fois, on voit le décor sur le côté du casque qui fait carrément penser au casque qui était par contre juste avant de la cavalerie allemande. On a autre chose, on a aussi le château qui fait parfaitement penser à tous les châteaux qu'il y a dans la forêt noire qui est un petit peu partout en Allemagne. Donc moi je pense sincèrement, concrètement que c'est vraiment une représentation d'une certaine Allemagne. En plus on sait que les Windsmoke est considéré un tout petit peu comme des diables, comme des personnes malfaisantes, super dangereuses avec lesquelles il ne faut pas s'allier. Et là on reprend totalement du thème de l'armée nazie qui était énormément diabolisée à juste titre, hein, bien sûr. Donc voilà, moi je le vois plus comme ça. Et comment montrer l'aspect négatif d'une personne en la comparer justement à une armée nazie. Je trouve que ça ressort ce côté vraiment diabolique présent, je dis beaucoup diabolique. Donc voilà, pour moi c'est pour ça que je pense que c'est sincèrement une représentation de l'Allemagne. J'ai bien aimé aussi le fait que ce soit un royaume mobile, que ce soit plusieurs plateformes qui soient sur des dos d'escargots et qui s'assemblent les uns aux l'autre. Là on voit quand même un aspect technologique qui est assez important. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'on apprend qu'ils ont régné sur North Blue en entier par rapport à un coup d'état, le coup d'état des quatre souverains ou des 4 royaumes, je ne sais pas. Et ce n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'ils ont régné à une époque mais maintenant ils ne règnent plus. Ça je pense que c'est dû au fait que quand ils ont régné et qu'ils ont fait le coup d'état, le gouvernement mondial n'a pas du tout apprécié. Ils avaient déjà assez à chier avec les 4 empereurs. D'ailleurs on fait penser que ces 4 empereurs, ça aurait été cool si Shiroda avait fait que chaque empereur régnait sur une mer. Ça aurait pu être classe. Enfin ça c'est un petit détail. Et donc vu qu'il y avait les 4 empereurs qui foutaient quand même assez la merde dans le Nouveau Monde, ils n'avaient pas envie qu'il y ait une personne qui contrôle toute une mer et qui foute aussi la merde. Donc ils ont envoyé la marine, le gouvernement mondial a envoyé la marine avec les amiraux, etc. latter la gueule des Windsmoke. Les Windsmoke se sont fait latter la gueule. D'ailleurs c'est peut-être de ça que les petites histoires en bande dessinée qu'on avait vues dans un chapitre, je sais plus lequel, ont été écrites. Et suite à cette défaite, vu qu'on sait que le père de Sanji veut toujours contrôler cette mer, il a décidé de s'allier à Big Mom. Et Big Mom, en un sens, d'avoir quelqu'un qui peut régner sur une mer va lui donner un plus par rapport à son statut d'empereur par rapport aux autres empereurs. Donc là encore une fois on a quelque chose d'un aspect géopolitique que j'avais aussi expliqué dans la réaction live qui peut être quand même très très intéressant. Donc ça là-dessus je passe vraiment rapidement car on va garder du temps pour parler du plus important, c'est-à-dire de la relation de Senji avec sa famille. Grâce à sa sœur on apprend que Senji est parti il y a 13 ans, donc c'est-à-dire que vu qu'il a 21 ans il est parti à l'âge de 8 ans et donc pendant 2 ans il a travaillé dans un bateau en tant que cuisinier et après une fois que le bateau s'est fait attaquer par Zef et après il a été avec Zef. Donc ça c'était le petit parallèle. Donc on voit maintenant le père que j'ai adoré, qui est super grand, les cheveux longs et tout, et il va y avoir un combat. On sait que Senji a déjà laté à la gueule de son autre frère, désolé j'ai complètement oublié le nom, je crois que c'était le numéro 4 d'ailleurs, et là son père on voit qu'il a encore une certaine
il y a un petit sentiment parce qu'il l'appelle fiston. Par contre Senji lui il a pas du tout apprécié. Encore une fois il y a aussi le fait que sa soeur lui dise pourquoi tu viens pas, parce que vu que tu es un Vic-Smoke et par rapport à ton sang royal tu peux avoir tout ce que tu veux. Et surtout Lady Bonace, ça c'était un passage qui était assez drôle. Mais surtout le plus important c'est que son père en a marre de Senji et il va vouloir lui latter la gueule à coups de poing, car c'est comme ça qu'il règle les problèmes, c'est comme ça qu'il discute. Et là c'est classe parce que Senji on sait qu'il se bat qu'avec les pieds, il ne se bat pas avec les poings. Donc là il peut y avoir quelque chose d'important. Et non, je ne pense pas que Senji arrivera à latter la gueule de son père. Peut-être qu'il va lui faire un tout petit peu mal, ou alors même il va pas réussir du tout. Et là on va voir une certaine puissance du personnage. Et non, le père de Senji n'est pas un pétard mouillé, c'est vraiment un mec qui a l'air super puissant. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. J'aurais bien voulu détailler encore plus tout cet aspect entre le père et le fils, mais je pense qu'on aura bien l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, surtout si Ichiro Ota ne va pas nous troller la gueule comme il nous a fait le coup de Jinbei, c'est-à-dire que de laisser tout ça en attente.